Hello la petite famille, moi c'est Célia, diététicienne nutritionniste de Ma Petite Assiette. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast qui vous guide et vous accompagne en nutrition infantile et périnatale. Passionnée, ma mission est de vous soutenir dans votre quotidien, de vous aider à appréhender le temps des repas, ainsi que de préserver la santé de toute la famille. Vous découvrirez dans ces podcasts plusieurs professionnels avec lesquels on abordera de nombreuses thématiques. Je vous partage mes conseils et réponds à vos questions afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre alimentation, faire de la place pour plus de sérénité et d'harmonie. Bienvenue à tous nos auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour aborder les difficultés liées aux freins buccaux de bébé. On accueille aujourd'hui Fanny Abadjian, alias la vie d'une maman orthophoniste de métier, qui nous parle des freins buccaux chez bébé. On répond aujourd'hui à toutes vos questions. Bonjour Fanny. Bonjour. Souhaites-tu te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore et de nous dire un peu plus à propos de ton parcours et de ton quotidien? Oui, alors donc je m'appelle Fanny, je suis orthophoniste libérale. Je me suis spécialisée dans les troubles alimentaires pédiatriques, donc je reçois essentiellement des enfants âgés de 0 à 3 ans. Et puis, je prends en charge également tous les troubles oromyofonctionnels, donc tout ce qui touche la sphère orofaciale, la déglutition, les mouvements de langue également, donc avec les freins de langue restrictifs. J'ai 2 DU, donc un DU oralité et déglutition et un DU en nutrition pédiatrique. Je suis donc formatrice en diversification menée par l'enfant et également donc formatrice pour les orthophonistes avec une formation donc sur les freins restrictifs chez le nourrisson. Et puis j'ai donc coécrit aussi un livre avec Christelle Courrèges de Ma Petite Assiette. Donc c'est Mon bébé commence la DME. Et puis j'ai un compte Instagram, voilà en gros pour la petite présentation. Eh bien, merci beaucoup. Que d'expertise et d'expérience. On va pouvoir commencer ce podcast sur la thématique du jour qui est les freins restrictifs. Donc, est-ce que déjà tu peux nous expliquer le rôle des freins buccaux, en quoi ils sont indispensables au bon mécanisme, si je puis dire, de la cavité buccale? Alors, on a principalement donc le frein de langue. Donc c'est un frein en fait, c'est un tissu au niveau de la membrane en fait. C'est un petit repli donc tissulaire qui retient en fait la langue qui est rattachée en fait au plancher buccal. Donc on en a tous. Ils ne sont pas tous restrictifs, mais en tout cas, on a tous un frein qui est là et qui est visible. On a ensuite donc le frein de lèvre, donc frein de lèvre supérieur et frein de lèvre inférieur. Et puis, on peut avoir également des freins de joue. Voilà, donc on va dire que la bouche peut être composée donc de plusieurs freins dans tous les cas, mais qui ne sont évidemment pas tous restrictifs. Et est-ce que tu peux nous dire à quoi ils servent? Alors physiologiquement parlant, pour un frein, en fait, s'il n'y a pas de restriction, comme on a vu, le frein de langue sert à tenir en fait la langue pour qu'elle ne se détache pas, en quelque sorte. C'est pareil pour le reste, en fait, ça sert à maintenir la lèvre supérieure en fait au niveau de la gencive. Les freins de joue n'ont pas grand intérêt parce qu'on n'en a pas tous non plus. Donc ceux-là, on va pas trop en parler aujourd'hui. Si ça peut créer des tensions, mais on va dire qu'ils sont sur les côtés, donc c'est pas trop gênant. C'est principalement le frein de lèvre frein de lèvre supérieur, donc qui peut du coup présenter une restriction et qui sert à maintenir donc la lèvre avec la gencive. Et pour l'autre, donc c'est au niveau de la langue qui reste du coup au niveau du plancher buccal. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut les détecter et à partir de quand finalement les parents doivent se questionner à propos des freins? Alors, comment les détecter en tant que parent? Alors, visuellement parlant, on peut effectivement donc voir si le frein du coup est plutôt visible. Ce que je souhaite quand même dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on va voir un frein du coup par exemple qui est très antérieur et qui est très visible, avoir une langue en forme de cœur par exemple, que cela présage du coup une restriction. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une analyse anatomique et fonctionnelle pour déterminer si effectivement ce frein qui visiblement, enfin anatomiquement parlant, semble restrictif, l'est effectivement au niveau fonctionnel. Donc ça, c'est la première chose du coup. Comment détecter? Eh bien,
Peut-être que je peux aussi avoir des difficultés avec mon bébé. Si par exemple j'allaite mon enfant, la maman peut avoir des douleurs, peut avoir des difficultés du coup à allaiter. L'enfant peut avoir des difficultés à prendre du poids, des troubles de la succion. On va retrouver un petit peu une problématique autour de l'alimentation. Si j'ai un bébé du coup qui est au biberon, je peux avoir également un bébé qui peut avoir du mal à téter avec des troubles de la succion, des difficultés à trouver la bonne tétine, un bébé qui se fatigue en tétant et qui boit très peu. Voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on va essayer de creuser pour essayer de comprendre est-ce que mon bébé au final n'a pas des difficultés par rapport à un éventuel frein de langue ou des freins restrictifs au niveau buccal. Oui, petite précision, c'est qu'effectivement les parents ne diagnostiquent pas. En soi, c'est vraiment aux professionnels de santé de diagnostiquer les freins qui peuvent Effectivement, être oui. problématiques. Ouais. Oui, le parent alors peut du coup voir un professionnel en se questionnant, en disant voilà, effectivement, j'ai entendu parler des freins restrictifs, visuellement parlant ou anatomiquement parlant, je vois bien qu'il a quelque chose, associé à des signes cliniques que les parents vont rapporter. Là, du coup, je peux effectivement donc voir un professionnel de santé qui est sensibilisé à cette problématique-là et voir si effectivement, en tout cas, c'est restrictif ou pas. Toi, finalement, est-ce que tu peux les diagnostiquer et quelle est ta méthode en fait qui te permet justement de poser le diagnostic et de pouvoir l'annoncer aux parents? Alors, les orthophonistes donc peuvent diagnostiquer effectivement des freins du coup bucco-restrictifs. Ça fait partie en tout cas de notre nomenclature. Ça s'intègre en fait dans un bilan des troubles oromyofaciaux et des troubles de l'oralité. Donc en fait, nous on peut recevoir du coup le patient qui arrive avec une problématique, avec une plainte, une demande, et nous on va faire un bilan anatomique et fonctionnel afin de diagnostiquer de pouvoir poser un diagnostic ou de dire non effectivement il n'y a pas de restriction, c'est peut-être une autre problématique, mais en tout cas ça ne vient pas de là. Et donc notre bilan va se passer en plusieurs étapes. Il y a la première partie où on va recueillir les informations, la deuxième partie où on va observer par exemple une prise de biberon, une mise au sein, et puis l'analyse anatomique et fonctionnelle pour voir un petit peu quelles sont les répercussions fonctionnelles que l'on peut constater au niveau orofacial. Donc c'est vraiment un bilan complet et voilà qui vraiment se base sur l'environnement aussi de l'enfant, j'imagine. Exactement. Il faut quand même que ce soit assez complet parce qu'au final, diagnostiquer via une photo, via juste regarder anatomiquement parlant, ça ne suffit pas. Je peux vraiment, je prends l'exemple, là, moi j'ai un frein de type 3 et pourtant tout va bien. Enfin, je pense que tout va bien, je m'en sors très très bien. Je veux dire, j'ai pas de soucis particuliers. Et je peux avoir un enfant aussi qui a un frein de type 1, donc très antérieur avec une langue en cœur et qui peut très bien du coup être fonctionnel. Je peux bien téter, je peux du coup ne pas avoir de problématiques liées à l'alimentation et aller bien. Maintenant, ça ne veut pas dire que il n'y aura jamais de frénotomie, mais en tout cas, on ne va pas agir à titre préventif. Ça, c'est quand même important de le soulever aussi. Tu précises qu'il y a plusieurs types de freins. Alors, est-ce que c'est les différents types, si je puis dire, que tu nous as définis en début de podcast avec les 3 freins différents au niveau orofacial, ou alors c'est des types qui sont vraiment gradués de différentes manières? Il y a une classification donc au niveau des freins, notamment au niveau des freins de langue. En fait, c'est ce qui est le plus couramment utilisé. On a 4 types de freins, du plus antérieur au plus postérieur. Ça ne veut pas dire qu'il y a un ordre de gravité. C'est pas parce que je vais avoir un frein type 1 que ça ira et un frein type 4 que ça sera du coup la catastrophe. Pas du tout. C'est juste l'insertion du frein. Le frein type 1, le frein type 2, donc c'est quand même assez antérieur, c'est très visible. Frein type 3, donc c'est postérieur. Et frein type 4, c'est le frein qui est plus difficile, on va dire, à détecter. Plus difficile à détecter parce qu'il n'est pas... Parce qu'il est postérieur et qu'on peut avoir de la muqueuse. Donc, du coup, il faut quand même aller le chercher, le travailler pour le trouver. Ok, super. Merci beaucoup. En tout cas, c'est ultra intéressant. Et finalement, avec tout ça, est-ce que ça peut avoir un lien avec le processus de déglutition, notamment pour arriver aussi un petit peu à l'alimentation? Alors, ça peut en tout cas avoir une incidence parce qu'effectivement, si j'ai un frein de langue qui est restrictif, c'est-à-dire, on va imaginer en fait que j'ai une langue qui est collée au plancher buccal parce que rattachée à un frein de langue du coup qui est court, qui est restrictif et donc qui limite la mobilité de ma langue. Forcément, mon élévation, elle sera compliquée et ce qui va être important, c'est par exemple pour l'allaitement, je vais avoir un enfant qui va pas forcément
pouvoir sortir sa langue correctement et faire des mouvements d'ondulation au niveau de la langue. Donc, je peux me retrouver du coup avec des difficultés par rapport à la mise au sein, la prise du biberon, l'alimentation, mais aussi la déglutition. Et donc avoir un impact aussi au niveau maxillofacial parce que je vais avoir une langue qui sera plutôt basse et pas collée au palais. Et dans ces cas-là, du coup, je vais avoir des répercussions qui vont se mettre en place. D'accord. Et justement pour continuer un peu sur ce sujet, de l'alimentation, tout à l'heure on parlait notamment de l'allaitement. Alors est-ce qu'à court ou long terme, il y a des conséquences qui peuvent, du coup se remarquer finalement? Lorsqu'on a un frein de langue restrictif, du coup, Ouais, le frein de langue et tu m'avais parlé du coup du frein de lèvres aussi qui pouvait impacter, l'allaitement. oui, oui, oui. On va dire qu'on peut effectivement avoir un impact, c'est-à-dire si j'ai, dans le cas du coup où j'ai un frein de langue restrictif, hem, je vais avoir du mal du coup à téter. Donc, le corps humain est quand même relativement bien fait parce que la maman peut mettre ça va se mettre automatiquement, mais du coup on va se retrouver avec des mamans par exemple qui ont un REF, donc un réflexe d'éjection fort, pour nourrir leur bébé, parce que leur bébé aura du mal du coup à téter. Mais on va retrouver des mamans qui peuvent être douloureuses, avec des crevasses, avec des mastites à répétition, avec des engorgements, des bébés qui ont des difficultés à prendre du poids. Et puis on peut se retrouver à force d'avoir des mastites, je peux avoir des canaux qui peuvent se boucher et la maman peut avoir moins de lait au fur et à mesure du temps. Donc on va dire qu'à moyen terme, c'est des mamans qui peuvent ne plus trop avoir de lait. Non pas parce que c'est pas sollicité correctement, mais c'est parce qu'à force aussi d'avoir des mastites, mes canaux vont se boucher. Donc ça, on va dire qu'au niveau alimentation, ça peut être quand même un petit peu problématique, surtout pour les mamans qui allaitent, si réellement il n'y a pas de prise en charge qui se fait ou un accompagnement avec une consultante à lactation, avec un orthophoniste pour aider de ce côté-là. Ça peut être pareil donc au niveau de la prise du biberon, sauf que là, on n'aura pas de problématique d'accès au lait, mais c'est plutôt des bébés qui peuvent effectivement avoir du mal à prendre du poids avec potentiellement donc un impact sur la courbe de croissance, et des bébés qui seront, fatigables. En fait, c'est des bébés qui vont être, quand même, qui vont avoir du mal à téter et qui vont se fatiguer. Donc c'est des bébés qu'il faudra quand même surveiller. Alors attention, je ne dis pas que tous les bébés qui ont des freins du coup, même restrictifs, qui auront ces problématiques-là, pas du tout, mais ça peut arriver et c'est bien aussi d'en prendre conscience parce que c'est une possibilité. Et là, dans un sens, on parle beaucoup de l'allaitement, mais c'est aussi valable du coup pour les enfants qui sont, du coup nourris au lait infantile, bien sûr. Et tout à l'heure, tu parlais des tétines qui sont justement adaptées à cela. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On a certaines tétines, qui peuvent être plus bénéfiques pour ces bébés-là, mais encore une fois, ça va dépendre de chaque enfant. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais on a des biberons qui nécessitent réellement un effort pour téter, type biberon Soavinex, type le Avent, voilà, ces biberons-là qui vont quand même nécessiter une force de succion qui serait importante. Sauf que si mon bébé a un trouble de la succion, si sa langue du coup n'est pas fonctionnelle parce que j'ai des restrictions, si ma lèvre supérieure, du coup, ne se met pas de façon hermétique parce que j'ai un frein, du coup, on a un passage d'air, etc., mon bébé, il va avoir du mal à téter. Donc, on va plutôt favoriser des biberons qui vont l'aider, qui vont couler un petit peu tout seul pour favoriser la prise alimentaire. On n'est pas là, on est vraiment dans un but de nourrir l'enfant. C'est pour ça qu'il faut vraiment analyser chaque bébé pour voir ses difficultés et savoir comment l'accompagner de ce côté-là. Donc déjà, ça, c'est la première chose. On peut également, pour certains bébés qui, par exemple, ne pourront pas mettre leur langue en gouttière parce que du coup, j'ai des restrictions, parce que ma langue ne sait pas faire et elle ne peut pas faire, je vais pouvoir favoriser des tétines, par exemple, à bourron et longues pour l'aider de ce côté-là aussi. Donc après, voilà, ça sera propre à chaque enfant et à ses difficultés, mais on peut adapter effectivement avec un professionnel qui nous accompagne la prise du biberon pour pouvoir aider au mieux. Est-ce que ça peut causer des douleurs chez l'enfant comme ça peut en causer chez la mère? Mais là, tu nous parles surtout de la fatigue qui est très présente chez l'enfant parce que ça lui demande, oui, un très très gros effort. Ça peut causer des douleurs, dans le sens où je peux avoir des tensions. Moi, je reçois des bébés, si je passe mon doigt sous la langue, ils peuvent pleurer, mais vraiment pleurer. C'est des hurlements de douleur parce que j'ai trop de tension, parce que du coup, le plancher buccal est tellement dur que c'est très douloureux. Je peux avoir aussi, une hypersensibilité parce qu'en fait, j'ai une langue qui ne bouge pas, qui ne se balade pas de partout dans la bouche et qui ne crée pas des sensations. Donc c'est des enfants qui vont surréagir au moindre contact. Des bébés qui ne tolèrent pas la sucette, par exemple, qui vont pas tolérer toutes les tétines du biberon, etc. Donc on peut quand même avoir des bébés qui sont douloureux.
Sans compter que au niveau digestif, ça peut également ne pas être top pour ces bébés-là. Et au niveau digestif, c'est-à-dire? Au niveau digestif, ça peut être des bébés qui prennent beaucoup d'air en tétant. Parce que mes lèvres ne sont pas hermétiques, parce que du coup, les lèvres ne se mettent pas correctement. Donc, je vais avaler beaucoup d'air. Et c'est des bébés qui ont très, très mal au ventre. Voire qui peuvent avoir aussi du reflux. Reflux, non pas forcément, on n'a pas vraiment d'études qui disent, oui, effectivement, les bébés qui ont des freins restrictifs, c'est obligatoirement lié aux freins, etc. On ne sait pas vraiment. Moi, je pars du principe que les bébés qui ont des freins, c'est des bébés qui sont tendus et qui ont des tensions. Et effectivement, au niveau diaphragme, oesophage, ça peut du coup provoquer des reflux. C'est plutôt ça, je pense. Mais en tout cas, c'est des bébés qui peuvent quand même être relativement inconfortables. Merci beaucoup pour tes réponses et cette expertise. Et justement, il y a certains articles. Alors, effectivement, tu dis qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, mais il y a des articles qui parlent effectivement de gag réflexe, de reflux, de toux ou de fausses routes, justement liées aux freins. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça? Alors, au niveau gag réflexe sensibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai une langue qui est limitée en mobilité, donc ma langue ne va pas pouvoir créer des sensations en bouche, ne va pas aller au palais, dans les joues, etc. Et c'est des enfants qui vont surréagir au contact dès qu'on va mettre des jouets de dentition dans la bouche, etc. Si j'ajoute à ça, du coup, le fait que je suis inconfortable au niveau digestif parce que j'ai des freins restrictifs et donc potentiellement un trouble au niveau de la succion, je vais pouvoir du coup avaler de l'air, je vais être inconfortable, avoir du reflux. Et donc, dans ces cas-là, ça peut aussi majorer la sensibilité. Donc, c'est plutôt pas forcément le frein qui crée tout de suite du reflux, mais c'est en fait, ça crée des répercussions. Ça crée des tensions, ça crée du coup effectivement un manque de mobilité et de sensation en bouche. Et donc, l'un dans l'autre, je peux être sensible, je peux avoir du reflux, je peux être ballonné, etc. Ça rejoint un peu ma question suivante. Mais est-ce que ça peut engendrer une hypersensoralité, une hypersensibilité et justement plus tard des difficultés alimentaires? Complètement. C'est des enfants en tout cas qui peuvent effectivement, pas tous, mais c'est une possibilité. On peut retrouver effectivement donc une hypersensibilité, soit par manque de sollicitation, c'est-à-dire je suis trop sensible donc je ne mets rien en bouche, soit parce que ma langue ne crée pas de sensation donc je suis hypersensible. Dès que je mets quelque chose en bouche, je le rejette, soit effectivement parce que je peux avoir du reflux et donc de ce côté-là indirectement aussi, ça me crée quand même une sensibilité qui est majorée. Et donc, si je suis hypersensible, je peux potentiellement également avoir des difficultés au niveau de la prise alimentaire, notamment au niveau de la diversification. Oui, et justement, est-ce que ça va induire finalement des restrictions du panel alimentaire? Ça peut être une restriction du panel alimentaire, mais aussi au niveau des textures. Ça peut être complètement un refus de la diversification alimentaire parce que la cuillère, en fait, dans la bouche, je ne tolère pas. Ça peut être également, je tolère les textures lisses, mais les morceaux, je ne supporte pas. Les morceaux en plus, comme ma langue est limitée en mobilité, je ne m'en sors pas. Donc ça peut complètement être ça. Ça peut être, je tolère certains goûts, mais pas les autres, parce que du coup, je suis hypersensible, donc je peux avoir une sélectivité en termes de goût, de texture, de couleur, etc. Et d'où finalement l'intérêt d'un accompagnement régulier, j'imagine, pour appréhender au mieux toutes ces situations et aider l'enfant. Alors, est-ce que toi, dans ces situations, tu as des petites astuces qui peuvent pallier ces difficultés, des exercices et qu'est-ce que tu conseilles finalement aux parents qui se retrouvent dans ce cas-là? Alors, exercice, c'est difficile parce que c'est propre à chaque enfant et à ses difficultés. Mais par contre, comme conseil de base, on va dire, ça va être de solliciter le plus possible son enfant avec des jouets de dentition texturés et longs. Tout ce qu'on retrouve en fait sur le site Ma Petite Assiette du coup, avec les petites brosses qu'on peut mettre dans la bouche. On va éviter les jouets dentition qui sont ronds parce qu'en fait on va solliciter que la partie antérieure de la bouche et nous ce qui nous intéresse c'est effectivement d'aller dans la bouche, que l'enfant puisse s'enfoncer la brosse à dents, qu'il puisse du coup solliciter ses mouvements de langue, se créer des sensations mais de partout, pas juste devant. Donc déjà ça c'est la première étape. Ne pas s'inquiéter si son enfant aussi a des hauts le cœur, voire des vomissements, c'est tout à fait normal, il faut qu'il se crée des sensations. On est là, on le surveille, on le rassure, c'est tout à fait normal. Mais voilà, si on peut effectivement en tant que parent se dire
bon, bah, c'est chouette, je vais prendre des jouets dentition qui va pouvoir s'enfoncer, qui sont texturés. Tout ce qui est les petites balles aussi, les haut-bols, un petit peu pour que la langue puisse sortir, puisse aller faire des mouvements à l'extérieur. Ça aussi, ça peut être pas mal en tout cas de proposer ce type de jouets dentition-là pour les bébés avec des freins. Et comme conseil, ce que je peux donner aussi, c'est qu'on peut, de façon assez précoce, dès que l'enfant a les compétences, donc au niveau moteur, essayer de donner des morceaux, donc aux alentours de 6 mois, 6 mois et demi, à titre rééducatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire forcément la DME, donc la diversification menée par l'enfant, mais on peut donner donc sa purée, mais on va dire que dès qu'on peut, on peut donner un morceau, juste vraiment pour dire, allez, on va faire travailler son bébé, on va le solliciter. Et de toute façon, s'il y a la moindre difficulté, si on sent que c'est compliqué, si on sent que notre bébé est quand même un petit peu en galère, faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé. C'est un peu le maître mot finalement de ce podcast, c'est vraiment oui, ne pas hésiter à demander de l'aide, à se faire accompagner et justement avoir les bons conseils et les bons réflexes pour aider au mieux son bébé. Est-ce que l'enfant finalement peut grandir avec? L'enfant peut grandir avec. Alors, on a des bébés qui, par exemple, à la naissance, peuvent avoir des freins restrictifs et qui s'en sortent quand même bien. Pourquoi ? Parce que non seulement avec une rééducation, par exemple chez les orthophonistes, on peut mettre en place une rééducation et éviter les frénotomies. Donc, je peux étirer, je peux rééduquer cette langue en tout cas et apprendre des mouvements de langue que mon bébé ne sait pas faire. Il peut aussi s'auto-rééduquer avec des jouets dentition, avec les sollicitations, on va dire, pluriquotidiennes. Mon bébé peut quand même s'en sortir. Il peut mettre en place certaines compensations et il peut aller bien. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est hyper positif finalement parce que l'enfant, oui, évolue et justement, je pense Pali et... tu me dis si je me trompe bien sûr, mais Pali fait en sorte que ça puisse du coup bien se passer pour lui aussi. Effectivement. Alors après, ça va dépendre, voilà, c'est au cas par cas. Mais on a des enfants pour lesquels, quand même, qui prennent du poids, qui arrivent à s'en sortir de ce côté-là. On sent quand même qu'il y a des restrictions, mais ça va plutôt pas mal, donc on peut se laisser du temps. Et puis, on a d'autres, effectivement, où ça va être critique parce que prise de poids catastrophique, impact au niveau staturo-pondéral. Donc là, du coup, on va quand même surveiller plus. Mais pour certains, en tout cas, en fait, la frénotomie, c'est pas la solution à tout. C'est ça qu'il faut quand même dire et c'est ça qu'il faut essayer de retenir. C'est qu'on peut du coup passer effectivement par la case orthophonie pour rééduquer, pour aider le plus possible, mais qu'il y a des enfants qui s'en sortent très bien et qui vont bien, contrairement à d'autres où on sait directement que la langue, ça n'ira pas. Voilà. Et qu'il faut du coup les libérer pour que ça aille bien. Qui s'occupe, non pas de l'opération, mais de la décision en fait? Qui décide si l'enfant doit subir la frénectomie ou pas? Alors, on a frénotomie, donc c'est quand on coupe, et on a frénectomie quand on enlève. Alors après, ça dépend, on va dire. Ça peut être du coup effectivement, donc je fais un bilan complet, donc chez l'orthophoniste, le diagnostic est posé. L'orthophoniste peut donner son avis, c'est-à-dire favorable ou pas favorable pour une frénotomie. Si, des fois, on a des ORL qui demandent l'avis orthophonique. Et donc, dans ces cas-là, on va dire, oui, ok, pas ok. L'ORL est tout à fait apte, en tout cas aussi, à diagnostiquer les freins et à prendre la décision, est-ce qu'il faut faire la frénotomie ou pas. Ça peut être un stomato. Alors, on a des pédiatres aussi, on a des médecins qui peuvent aussi donc poser le diagnostic, regarder. Ils font pas forcément tous d'évaluation anatomique et fonctionnelle, ils ont pas forcément tous le temps, mais en tout cas, ils peuvent poser le diagnostic. Voilà, il y a quand même plusieurs professionnels de santé, en tout cas, qui peuvent agir sur cette sphère-là. Ça peut être les consultantes en lactation aussi, qui peuvent faire donc ce type d'évaluation. Les sages-femmes aussi, donc peut-être aussi donc directement à la maternité, qui peuvent aussi regarder. Voilà. Après, j'en oublie sûrement, mais voilà, il y a plusieurs professionnels en tout cas qui peuvent interagir. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une question que je ne t'ai pas posée. C'est là dès la naissance. Est-ce que ça peut du coup se remarquer plus tard dans la vie? Alors c'est là déjà in utero, donc on peut le voir effectivement dès la naissance. Maintenant, je peux aussi m'en sortir très bien à la naissance, pour X raisons. Parce que, par exemple, un bébé qui n'est pas allaité mais qui est au biberon, un bébé qui a une diversification plutôt classique, ok. Et je peux présenter des difficultés, du coup, par exemple, à partir de 3 ans. Parce que j'ai du mal, du coup, je vais avoir une sélectivité de texture, je vais avoir du mal à mastiquer, je vais présenter des apnées du sommeil, je vais avoir un trouble articulatoire. Voilà. Donc, je peux avoir ce bébé-là qui va très, très bien, et puis après, arriver un moment... on sent quand même qu'il y a des difficultés et le frein n'a pas été diagnostiqué. Mais dans ces cas-là,
Il n'y a pas de culpabilité à avoir ou se dire, ben mince, on l'a pas vu, etc. Dans tous les cas, on ne fait pas de frénotomie à titre préventif parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Si mon bébé, ça sort très bien là, si tout va très très bien, bon ben c'est super, c'est positif. Ça peut aller aussi par la suite. Comme il peut présenter des difficultés. Donc on va pas dire, on sait jamais, il peut avoir un trouble articulatoire. Oui, enfin, il y a beaucoup d'enfants qui ont des troubles articulatoires sans avoir de frein non plus. Donc on ne sait pas quelle est la part de l'un ou de l'autre. Et suite finalement à une potentielle opération, quels sont les soins et les suivis qui y sont associés? Alors, on va normalement, donc il y a un suivi déjà avant l'opération pour préparer l'enfant, pour mettre en place donc une rééducation myofonctionnelle avec donc un suivi orthophonique, enlever les tensions. On peut aller chez l'ostéopathe ou chez le chiro également pour aider au mieux l'enfant, mettre en place donc du coup les massages, travailler sur cette sensibilité. Si j'ai une hypersensibilité, on va d'abord travailler là-dessus avant de faire la frénotomie. Une fois que la frénotomie est effectuée, on va donc du coup continuer la rééducation chez l'orthophoniste pour retrouver les mouvements de langue en fait. Mon enfant n'est pas capable, si par exemple il a une langue qui est plate, l'élévation est impossible, même si je libère la langue, il ne saura pas forcément lever la langue. Donc du coup, avec ce travail-là, on va pouvoir du coup rééduquer les mouvements de langue, rééduquer la succion, aider à mettre en place également et continuer les massages. Et à la suite de la frénotomie, on peut également voir un ostéopathe, un chiro pour enlever les dernières tensions qui peuvent rester. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces réponses. Pour faire un rapide résumé, il existe effectivement donc 3 freins restrictifs au niveau buccal qui se classifient en différents types. Tu nous expliquais. Ça se remarque effectivement donc dès la naissance et c'est là depuis même in utero. Et justement, ça peut effectivement se remarquer sur une difficulté de succion, que ce soit durant l'allaitement ou avec un lait infantile au biberon. Et justement, on sollicite l'aide des professionnels si besoin. Si on se sent perdu, on se fait accompagner si on a des questions. Et effectivement, donc la rééducation est importante. Est-ce que tu veux compléter cela peut-être? La petite phrase, on va dire, qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de frénotomie à titre préventif, qu'il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé pour se faire accompagner. Si on remarque des difficultés, on ne reste pas à la maison avec ses doutes et ses difficultés ou ses douleurs. Ne pas se dire que souffrir quand on allait, c'est normal. Non, ça ne l'est pas. Donc voilà. Tous les bébés n'ont pas des restrictions. Ça aussi, tout n'est pas lié aux freins. Mais en tout cas, il existe des professionnels pour nous accompagner et nous guider. Il y a des parents qui se posent encore des questions, donc notamment le frein de langue. Est-ce que c'est héréditaire? Alors, on retrouve quand même une hérédité, effectivement, chez l'un des deux parents. Ça peut être principalement sur la mère, mais en tout cas, oui, effectivement, il y a un lien, il y a une hérédité. Alors, seconde question. Le frein restrictif et l'allaitement, est-ce compatible ou impossible? Alors, c'est compatible. C'est compatible, soit effectivement, ça peut passer inaperçu, soit on peut avoir des difficultés. Dans ces cas-là, on va se faire aider pour optimiser l'allaitement et puis que ça se passe le mieux possible. Alors, il y a une troisième question, on y a un petit peu répondu, mais c'est peut-être intéressant de faire un rappel. Est-ce que l'enfant met en place une compensation physique liée au frein restrictif? L'enfant peut complètement donc mettre en place une compensation. Ça peut être des enfants, par exemple, qui vont davantage céder des joues pour pouvoir téter parce que ma langue est limitée en mouvement, ou qui vont forcer au niveau des lèvres pour pouvoir téter du mieux qu'ils peuvent, en fait. Donc oui, je peux avoir du coup des compensations. Prochaine question. Le frein de langue de bébé me semble court et il lui pose problème. Que dois-je faire? Alors, que dois-je faire? Du coup, si je constate en plus au niveau anatomique que ça me paraît court et qu'il y a du coup des impacts, je peux consulter. Ça peut être en première intention, je peux aller voir l'ORL pour avoir un avis. Je peux demander du coup aussi un avis pédiatre, médecin, ou aller voir un orthophoniste pour faire un bilan. Les orthophonistes, en tout cas, peuvent faire des bilans à titre préventif. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça permet d'avoir une évaluation complète et de voir si effectivement il y a des restrictions. Et si impact sur l'alimentation, de pouvoir travailler dessus et être accompagné. Très bien. J'espère qu'on aura pu répondre à toutes les interrogations, ou presque bien sûr, de nos auditeurs. On arrive maintenant à la fin de cet enregistrement. Merci beaucoup encore Fanny et j'imagine que ça va vraiment plaire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. C'était Fanny, alias la vie d'une maman ortho et Célia, sur le thème du frein restrictif de l'enfant.
Prenez soin de vous. Ce sera tout pour cet épisode qui laissera sûrement une porte grande ouverte à d'autres sujets, tous plus intéressants les uns que les autres. Si vous avez des interrogations à propos de ce podcast, contactez-nous directement sur notre compte Instagram Ma Petite Assiette. Sachez que sur nos réseaux, nous lisons tous vos messages et commentaires. On répondra à vos questions autant que possible. Précisons que ce podcast ne remplace en aucun cas une consultation auprès d'un professionnel de santé. En cas de doute, pensez à consulter. J'espère que ce contenu vous plaira et pour que nous puissions toujours nous améliorer, partagez-nous vos ressentis sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.